Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui je vais vous parler de mes meilleures lectures à la moitié de l'année 2023. Alors la moitié de l'année ça comprend de janvier jusqu'à fin juin. Je sais que je sors cette vidéo presque fin juillet. Mais bon, écoutez, ma foi, c'est pas grave. Le tout c'est que je la sorte, n'est-ce pas? Je me suis dit que ça pouvait être très sympa en fait de vous montrer, de vous présenter mes meilleures lectures jusqu'à présent, jusqu'à la moitié de l'année. Donc voilà, j'ai vraiment fait pris sur les 6 premiers mois de 2023 et ça a été vraiment difficile. Pour faire cette vidéo, du coup, j'ai sélectionné mes coups de cœur depuis janvier, de janvier à juin, donc encore une fois. Et je me suis rendu compte qu'il y en avait quand même pas mal, il me semble en tout 8. Et c'est vrai que je voyais pas mal, j'ai quand même vu ce concept passer sur YouTube, je le trouvais chouette. Et à chaque fois, c'était 5 romans. Donc je me suis dit, bon, c'est vrai qu'une vidéo où je présente 5 lectures, ça pouvait être très sympathique. Donc j'ai dû faire un choix parmi tous mes coups de cœur. À la fin du coup de la vidéo, je vous montrerai quand même en bonus très rapidement le reste de mes coups de cœur sans vraiment les présenter. Mais sachez que du coup voilà, j'en ai eu 8 coups de cœur depuis janvier. Même actuellement, parce que le mois de juillet je pense que je n'aurai aucun coup de cœur, donc écoutez, 8 coups de cœur et peut-être à la fin de l'année, j'espère en tout cas à la fin de l'année, vous refaire un peu la même chose, mais cette fois-ci donc avec tous mes meilleures lectures de 2023 en englobant donc toute l'année. Si du coup cette vidéo vous plaît, comme d'habitude, un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est gratuit. Et moi, ça me permet aussi de voir que vous suivez finalement un petit peu mes vidéos. Bon, c'est vraiment horrible, j'ai une mèche rebelle, mais on va essayer de pas y faire attention. Première lecture, alors je les prends dans l'ordre chronologique, donc à partir de janvier jusqu'à mon coup de cœur le plus récent si vous voulez. Et donc mon premier coup de cœur de 2023, il s'agit des Années de Annie Ernaux. Je l'ai adoré vraiment, enfin bon, de toute façon tous les romans dont je vais vous parler dans cette vidéo, je les ai adorés, c'est sûr, merci Marie. Mais vraiment celui-ci, c'est la première fois que je lisais donc du Annie Ernaux et sa plume est juste immersive au possible, très addictive. Et dans ce roman, donc les années, on suit tout simplement les années de sa vie en fait, mais version Annie Ernaux. Donc on a en fait le prisme au début d'une jeune fille, puis d'une jeune femme, puis d'une femme divorcée, puis ensuite d'une femme un peu plus âgée. On traverse les années, on est au début vraiment dans son enfance, on passe un petit peu de temps dans son enfance et c'est hyper intéressant parce que sa vision des choses est ultra réaliste je trouve. Au-delà d'exprimer en fait ses propres sentiments, les sentiments qu'elle a eus pendant son enfance et puis même du coup tout au long de sa vie, on voit en fait la société évoluer, la société changer. Donc on a quelques références, alors au début j'ai pas compris toutes les références parce que bien évidemment ce n'est pas ma génération, je n'ai pas grandi dans les années voilà 50, 60, 70, donc au début je comprenais pas trop, mais finalement je trouve que ce roman offre une vision de l'évolution en fait de la société qui est hyper réaliste et très personnelle, à la fois impersonnelle et à la fois personnelle. C'est toute la magie je trouve de l'autrice et de sa plume, c'est que elle a un regard relativement neutre sur les événements qui se produisent parce que du coup on a tout un tas d'événements, on a les événements qui la marquent, par exemple je sais pas, les chocs pétroliers, les attentats de 2001, donc des événements voilà, sociétaux et aussi politiques, économiques, etc. Mais on a aussi sa version, elle, son quotidien qui intervient. On s'attache en fait à elle, je trouve, vachement. Donc sa plume également très fluide, une façon en fait de décrire les choses qui est très personnelle, très intemporelle aussi, et vraiment je vous assure que c'était très prenant. Si voilà, si vous ne connaissiez pas la plume de Annie Ernaux, franchement foncez. Alors celui-là est relativement long, il y en a qui sont beaucoup plus courts. Moi j'aimerais beaucoup découvrir maintenant d'autres romans d'elle,
notamment la place et l'événement. Voilà, c'est l'événement qui me tentait bien, où du coup on va toucher à son avortement il me semble. Vraiment je comprends le prix Goncourt et je comprends totalement l'engouement. C'est waouh, ça m'a fait voilà, énormément ressentir énormément d'émotions lors de ma lecture. Donc je vous la conseille à 1000%. Ensuite, dans l'ordre, je pense, je suis pas vraiment sûre, mais c'est vrai que le mois de mars a été un mois incroyable. J'ai peu lu au mois de mars parce que voilà, on avait le contre-coup je pense du déménagement etc. Mais pourtant il y a eu j'ai eu 3 coups de cœur au mois de mars sur 4 sur mon bilan lecture de 4 romans. Donc c'est quand même assez incroyable qu'on se le dise, ça ne m'est jamais arrivé en fait jusqu'à présent. Et 3 lectures coup de cœur avec 3 genres si vous voulez différents, donc ça aussi c'est incroyable je trouve. Donc bref, ma première lecture coup de cœur du mois de mars, il s'agit de QI de Christina Dalcher aux éditions Pocket Dalcher, je sais pas trop, qui est un roman en fait, c'est un thriller dystopique. On peut l'appeler comme ça, oui, je pense que c'est le genre littéraire. C'est un roman qui m'a tenue en haleine tout du long. Vraiment du début jusqu'à la fin, j'étais oppressée en permanence parce que du coup on est sur de la dystopie. On suit du coup une jeune femme qui va voir ses enfants, il y a un système si vous voulez, on est vraiment centré sur le système éducatif américain, mais voilà, c'est une Amérique qui a donc changé, qui est sous régime totalitaire et on a en fait un système très, très codifié où on a différentes classes avec différentes couleurs. L'État donc en fait classifie les enfants en fonction de leur score QI. Chaque mois ils ont droit à un examen qui permet de déterminer dans quelle classe ils vont aller. Donc c'est le programme de la famille idéale, ils appellent ça, enfin voilà, c'est quand même un régime assez totalitaire hein, qu'on se le dise. Et donc quand vous êtes tout en haut, quand vous appartenez en fait, quand vous avez un super QI, vous allez dans les classes, dans les meilleures classes de l'État et là vous avez du coup des écoles privilégiés, des privilèges, vous avez des professeurs aussi qui ont énormément de diplômes, qui sont vraiment très bons, etc. Et quand vous êtes dans les plus basses classes, cette fois-ci c'est vraiment terrible parce que ils vont à l'internat, ils s'éloignent de leur famille, les familles je crois ils ne savent même pas où est-ce qu'ils vont, enfin c'est assez terrible ce qui se passe. Et donc on suit Elena qui elle qui a 2 enfants, son mari donc travaille pour le ministère, c'est un peu lui qui a, si vous voulez, mis en place ce système là parce qu'il y croit fermement, hein, ce système éducatif assez spécial quand même. Elle va voir en fait sa petite va vraiment avoir du mal au niveau de ses tests et donc va rater ses tests QI et va se retrouver dans donc la plus petite, la plus basse classe possible et donc va être envoyée à l'internat. Et pour Elena c'est juste impossible de se séparer de sa petite dernière. Vous allez voir que voilà, il y a un historique, on suit un petit peu du coup, on fait des flashbacks de temps en temps dans le passé, on suit l'histoire aussi d'Elena et son mari. Petit à petit elle se retrouve plus non plus dans son couple parce qu'elle n'a plus les mêmes envies que lui, les mêmes idéaux aussi, du coup politiques forcément que lui. Et elle se rend bien compte qu'il y a un petit souci dans ce régime et elle va vouloir à tout prix donc retrouver sa fille. Elle va se révolter si vous voulez contre ce système et on est sur un vrai thriller psychologique je trouve, très dystopique forcément parce que on est sur un régime qui va forcément régir le quotidien de nombreuses familles. Mais c'était vraiment très prenant, une lecture addictive, j'ai eu envie de savoir ce qui allait se passer pour elle. En même temps j'étais hyper émue tout au long de ma lecture parce que ce qui lui arrive est juste affreux. Enfin vraiment c'est pas une lecture joyeuse, loin de là. Mais en même temps je trouvais que c'était nécessaire et le roman fait soulever pas mal de questionnements je trouve sur les différents systèmes éducatifs qui existent dans le monde, sur la place de la femme aussi, hein, parce qu'on a également il est question d'eugénisme dans ce roman.
donc également sur le contrôle si vous voulez des naissances, tout ça fait que ouais, le roman m'a vraiment, j'ai eu un coup de poing en fait, coup de cœur oui du coup, mais plus un coup de poing qu'un coup de cœur, et je me suis dit waouh, ce roman il est à lire, vraiment vraiment vraiment, lisez-le parce qu'il est vraiment vraiment touchant, et je me suis dit waouh, il y a tellement de sujets qui sont abordés dans ce roman voilà, en utilisant le thriller psychologique, la dystopie. Finalement, tout ça amène à des questionnements qui sont aujourd'hui bien réels, malheureusement. Donc vraiment lisez-le parce que je me suis dit waouh, claque, la claque totale. Ensuite, donc toujours le mois de mars, avec mon deuxième coup de cœur du mois de mars, qui je pense est ma meilleure lecture. Là j'ai pas vraiment voulu les classer, je me suis dit je les prends en fonction de l'ordre chronologique, en fonction de quand je les ai lus, mais je pense que celui-ci est ma meilleure lecture pour l'instant de 2023. Si je devais n'en choisir qu'un, c'est celui-là, Les larmes d'une reine, donc de C.W. Gortner. C'est un roman que j'ai tellement aimé. On est sur un pur roman historique où on suit du coup la future reine Juana. Enfin, dans ce roman, elle va devenir reine, vous allez découvrir un petit peu comment, etc. Qui est donc la fille d'Isabelle de Castille et de Fernando d'Aragon. On est au XVIe siècle il me semble, et en fait on est sur un bon pur roman historique d'aventure, de passion, destin très tragique. On suit donc la reine Juana, on est en Espagne au XVIe siècle, et ensuite elle va épouser un Hollandais, j'ai bugué, j'allais dire un Amsterdam, mais n'importe quoi, un Hollandais qui donc va devenir futur roi de Hollande et de Flandre, pas de Hollande, de Flandre, et elle va donc voyager avec sa cour en Flandre, et on va avoir donc les paysages de l'Espagne qui sont hyper bien décrits parce qu'à un moment donné du coup elle revient en Espagne, etc. Les paysages de Flandre, vraiment une description, c'est très 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 immersif. Si vous aimez les romans historiques, franchement vous allez adorer celui-ci. Franchement je vous le conseille les yeux fermés parce qu'il est incroyable. En fait la plume alourdit pas le récit. Souvent c'est ce que je reproche un peu dans les romans historiques, c'est que on a une plume qui est très descriptive, qui se veut extrêmement immersive, et c'est normal pour un roman historique je pense de l'être, mais parfois c'est trop lourd en description, c'est trop lourd en mots d'époque, enfin vous voyez ce que je veux dire, c'est parfois il faut trouver un juste milieu, et je trouve que ce roman est parfait pour ça. On a une plume qui est contemporaine, qui est très actuelle, mais en même temps qui est pas trop familière, vous voyez ce que je veux dire, qui s'adapte vraiment bien à l'époque, ce qui fait que nous on est complètement pris en fait dans l'histoire, et l'histoire avec un grand H aussi, hein, parce qu'il y a pas mal d'événements qui sont vraiment bien décrits, et le travail historique aussi de l'auteur, ça se ressent lors de la lecture, il est incroyable, donc vraiment je vous le conseille à 1000%. Il est fabuleux ce roman, on est embarqué, et pourtant il est assez épais, hein, il fait 500 et quelques pages, mais on est de suite embarqué dans l'histoire, on s'attache immédiatement à Juana, parce qu'en fait c'est une jeune femme qui est au début un peu perdue, elle est un peu jetée comme ça dans la cour des grands, au milieu de toutes ces manigances, ces trahisons politiques, il y a pas mal de complots aussi, donc si vous aimez ça, franchement, foncez. Et donc troisième coup de cœur de mars 2023, franchement celui-là pareil, je pouvais pas passer à côté, vraiment ces trois coups de cœur de mars, c'est des lectures qui m'ont vraiment marqué, et franchement pour aller au-dessus de ces trois lectures ça va être très très compliqué là le reste de l'année, mais bon. Il s'agit de Chair et d'os de Dolores Redondo, donc c'est le deuxième tome, c'est un tome 2, pas trop voilà, vous en parler, mais de la saga de la trilogie du Bastan, donc la saga, le premier tome s'intitule Le Gardien Invisible, et incroyable, pareil, vraiment je ne m'en remets pas, c'est un thriller, on est un peu sur un thriller psychologique, mais on reste quand même sur du bon thriller, enquête policière également. Policier thriller en fait si vous voulez. On suit du coup l'inspectrice Amaya Salazar, on est dans le Pays Basque espagnol, on est de nos jours, et si vous voulez
L'inspectrice, donc dans le premier tome, a déjà un passif avec une mystérieuse bête mythologique qui sévit apparemment dans les forêts du Pays Basque. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris cette voie-là, mais on a voilà, cette figure mythologique. Et là, dans ce deuxième tome, on comprend qu'en fait, c'est un peu lié aussi à l'histoire personnelle d'Amaya. On se doute qu'elle a un lourd passé, elle-même ne comprend pas son passé. Au niveau des racines, c'est assez profond, ça vient de l'enfance, donc là on a son histoire familiale qui prend pas mal le dessus. Au niveau de l'enquête, en fait on suit il y a des jeunes filles qui sont retrouvées mortes. Ce sont des crimes vraisemblablement conjugaux, donc où le mari donc, a assassiné sa femme, mais il y a pas mal de crimes dans le crime, enfin, c'est un peu compliqué. Il y a également des églises au tout début du roman, il y a des églises qui sont profanées. On se dit wow, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est une secte? Est-ce que il s'agit justement de, vu que le Pays Basque est une terre de mythes et de légendes, est-ce qu'il s'agit du coup d'un groupuscule qui veut perdurer, je sais pas, une cérémonie d'antan ou un truc dans le genre? On sait pas trop ce qui se passe et on se doute que ça a vraiment un lien, que ces crimes ont un lien en fait avec Amaya. Parce que si vous voulez, je crois qu'au tout début, il y a une personne qui est accusée du coup de meurtre sur une jeune fille ou la femme, je sais plus, et il dit tout de suite, moi je veux voir une seule personne, c'est l'inspectrice Amaya Salazar. Elle est en fait un peu connue suite à l'enquête du premier tome, et donc voilà, on suit toutes ces aventures. C'est vraiment prenant et je trouve que la couverture retranscrit vraiment bien l'univers du récit, à savoir très mystérieux, très sombre, un peu automnal. Mais moi franchement je visualise complètement et je trouve que y a une pointe de spiritisme qui est aussi très appréciable dans cette trilogie. Donc vraiment j'ai hâte de lire le tome 3, mais d'un autre côté je me laisse un petit peu pour plus tard, mais je pense franchement que je vais le lire cette année, le tome 3, parce que l'histoire d'Amaya est hyper complexe, mais en même temps terriblement addictive. On n'a qu'une envie, c'est vraiment un page turner, hein. Pareil, il est épais. Franchement, moi j'ai été choquée, il fait 600 pages et je l'ai lu assez rapidement, donc trop contente. Vraiment une de mes meilleures lectures pour l'instant. Et enfin, cinquième lecture pépite, il s'agit du réseau Jane de Heather Marshall, publié donc aux éditions Charleston. Il me semble que je l'ai lu au mois de mai, je crois, avril ou mai, quelque chose comme ça. Et pépite parce que vraiment je l'ai dégommé ce roman. Il est question de maternité, de désir de maternité, d'avortement aussi. On est dans les années 80, au Canada, et on suit du coup plusieurs femmes. On suit un peu le destin, l'histoire de 3 femmes. Il y en a une qui à un moment donné va vouloir interrompre donc sa grossesse, qui va faire appel à une docteure, un réseau clandestin en fait, qui s'appelle le réseau Jane. Ensuite elle va donc faire partie du réseau Jane, et on suit également Evelyn, le docteur Evelyn Taylor, donc elle va faire appel à ce docteur pour pouvoir interrompre sa grossesse. Et finalement on se rend compte que Evelyn a des convictions très profondes, elle s'engage. Ce sont des femmes à chaque fois dans les romans Charleston, mais je trouve encore plus dans ce roman très engagées. Et c'est ce que j'apprécie énormément à chaque fois dans ces récits. Evelyn a donc un passé avec le désir notamment de maternité. Elle a été envoyée dans un internat, si vous voulez, pendant qu'elle était enceinte, je vous en dis pas plus. Et de nos jours, on suit Angela qui veut à tout prix avoir un enfant. Elle a un désir d'enfant et elle n'arrive pas, voilà, tout simplement à avoir d'enfant avec sa compagne. C'est un roman qui est... donc il y a un lien entre les trois, vous vous en doutez, et jusqu'au bout, en fait, il y a un gros twist final qui fait que j'ai eu un immense coup de cœur, parce que déjà la plume est hyper addictive. Les destins de femmes sont assez bouleversants. Enfin franchement il y a des passages qui sont assez difficiles je trouve dans ce roman, et je m'attendais pas à ça. Ces personnages sont également engagés comme je vous l'ai dit, et c'est ça que j'apprécie. On a forcément une touche de féminisme qui est
tellement appréciable je trouve. Et ce qui me fascine aussi, et c'est ce que j'ai remarqué en lisant la 4e de couve, c'est que c'est inspiré de faits réels. Donc là encore ça apporte une dimension, un effet waouh assez prenant au récit. Quand on lit on se dit mais ça a vraiment existé ça. Donc c'est assez fou et tout ça fait que vraiment j'ai adoré le réseau Jane. Alors j'ai l'impression que j'en parle super mal, je suis navrée, mais vraiment lisez-le parce qu'il est, il est incroyable. C'est je pense du coup ma 2e lecture préférée de cette année. J'ai tout aimé dans ce roman. La structure du récit, on alterne passé présent, c'est fluide, déjà c'est très dynamique. Ensuite la plume très fluide, les personnages hyper engagés, féminisme à fond, très forte, très courageuse, et en même temps le twist final qui vient apporter une touche en plus. Wow, franchement il y a tout pour me plaire, c'était trop bien. Donc voilà, conclusion, je ne peux que vous le recommander, il est incroyable. Voilà pour mes 5 lectures, je reprends mes livres. 5 meilleures lectures de ce milieu d'année et du coup très rapidement je vais vous présenter mes 3 autres coups de cœur de ce milieu d'année. Je vais pas vraiment rentrer dans les détails au niveau du résumé, mais je me suis dit que ça pouvait être un petit bonus assez sympa. Je passe très vite donc avec La Sœur disparue, le tome 7 des 7 sœurs, pépite. Je sais pas trop, voilà. Pour le coup le tome 7 est un peu difficile à résumer. Ce qu'elle a laissé derrière elle de Hélène Marie Wiseman, qui m'a pris aux tripes. Très franchement, on est sur un asile d'aliénés, une jeune femme qui est envoyée là-bas contre son gré, et on est dans les années 30 si vous voulez, aux États-Unis. Et sinon on suit également de nos jours une jeune fille qui a pas mal de soucis familiaux, qui a été donc placée en famille d'accueil en 95, pas vraiment de nos jours, en 95, et qui va retourner dans cet asile qui aujourd'hui est à l'abandon. Voilà, je passe rapidement, c'est plus complexe que ça, mais il m'a tellement pris aux tripes, il était horrible ce roman, enfin horrible. Ouais, il y a beaucoup de choses qui étaient vraiment affreuses dans ce roman. Les heures incertaines, c'est le tome 3 de la saga Les rêves de nos mères de Karine Pitoki. C'est un tome 3, donc je peux pas trop vous en dire, mais sachez que la saga se bonifie exactement comme la Villa aux étoffes. Ça se bonifie au fil des tomes, je trouve. La part historique prend un peu plus de place en fait. On a toujours les histoires de famille avec certains secrets, etc. Mais la part de l'histoire, voilà, est encore plus présente, et c'est ce que j'ai vraiment aimé dans ce roman. Celui-là je l'ai lu du coup en janvier, donc ça fait un petit moment, mais je trouve cette saga toujours autant addictive, donc voilà, je voulais quand même la mettre en avant. Mes 3 romans en plus des 5 du coup que je vous ai présentés. Donc ça c'est vraiment les coups de cœur que j'ai. Coup de cœur en fait, il n'y a pas d'autre explication. J'ai également du coup des très bonnes lectures, vous vous en doutez, mais ce sera pas pour cette vidéo. Peut-être quand je ferai mon bilan de l'année 2023 je vous les présenterai, je sais pas trop encore. Mais je pense notamment à La jeune fille à la perle de Tracy Chevalier que j'ai lu récemment. Je vous remercie du coup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me mettre en commentaire vos coups de cœur là à la mi-année, on va dire votre top 3 de vos meilleures lectures à la mi-année. Ça me ferait plaisir d'avoir en tout cas vos retours, de voir si on lit les mêmes genres littéraires ou pas. Je trouve ça toujours hyper enrichissant en fait d'avoir vos commentaires. Moi je vous remercie d'avoir regardé jusqu'ici, puis je vous dis à dans une prochaine vidéo. Bye bye.